Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. L'Afrique amorce une véritable transformation de son économie et cette dernière semaine, le projet de la mise en circulation de la nouvelle monnaie éco a fait l'actualité. La monnaie, c'est un enjeu stratégique pour le développement et l'autonomie des nations et de leurs économies et de plus en plus, nous voyons émerger une nouvelle catégorie de monnaie, la monnaie électronique. Qu'est-ce que c'est exactement la monnaie électronique? Comment l'Afrique se prépare à cette révolution et comment la monnaie électronique peut impacter le quotidien des Africains? On en parle dans un petit instant avec nos invités. Monsieur Arsène Yapi, vous êtes journaliste, spécialiste des questions économiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et avec vous, professeur Prao Yao Séraphin, vous êtes économiste, analyste. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, messieurs d'entre deux jeux, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de la monnaie électronique et de son impact sur le quotidien des Africains. Mais avant d'aller plus loin, prenons le temps de faire une petite analyse de la monnaie en général. Professeur, c'est quoi exactement une monnaie et quelle est son importance pour les États? Merci beaucoup. Vous savez que la monnaie est fondamentalement et structurellement difficile à définir puisque Charles List, en 1930 déjà, se refusait de donner une définition à politique universelle à la monnaie parce que selon lui, comme disait le Candide, point n'est besoin de définir la monnaie, quand je la vois, je la reconnais. Parce que nous tous, nous reconnaissons ce que c'est que la monnaie parce que nous utilisons. Mais pour être sérieux, alors, nous pouvons définir la monnaie comme étant un équivalent général accepté au sein d'une communauté de destin donné et remplissant généralement trois fonctions. Unité des comptes, intermédiaire des échanges et réserve de valeur. Après cette définition, quel est le rôle que joue la monnaie dans une économie? Ce que nous devons retenir, monsieur le journaliste, c'est que la monnaie représente pour une économie ce que le sang représente pour le corps humain. Sans le sang, vous ne pouvez pas fonctionner. Donc ça veut dire que la monnaie a une importance capitale à telle enseigne que si une économie n'a pas une bonne monnaie, on ne peut pas avoir une bonne économie. Premièrement, lorsque vous voulez engager une activité, vous avez besoin d'argent dans la monnaie. Tant que vous n'accédez pas au financement, vous ne pouvez pas accéder à un capital. Voyez-vous? Donc ceux qui sont riches, ce sont ceux-là qui accèdent à la monnaie pour avoir un financement. Donc la monnaie nous aide à financer l'économie. Deuxièmement, il faut que la monnaie soit bien gérée. C'est la raison pour laquelle nous avons créé une institution très importante au sein d'une économie qu'on appelle la Banque centrale. Et la Banque centrale, elle a le pouvoir de gérer la politique monétaire, à bon escient d'ailleurs, pour que la valeur de la monnaie se préserve dans le temps. Pourquoi la Banque centrale a ce rôle? Parce que voyez-vous, si on gère mal la monnaie et que la monnaie perd de sa valeur au fil du temps, vous allez délaisser cette monnaie. Nous, en économie, on appelle, vous fuyez devant cette monnaie. Parce que la monnaie devient fondante, elle perd sa valeur. Regardez au Zimbabwe, aujourd'hui, pour aller payer un pain, il faut 2 sacs, effectivement, du dollar, de la monnaie zimbabwéenne pour avoir un pain. Personne ne veut détenir cette monnaie-là. On préfère le dollar au détriment de cette monnaie-là. Donc, la monnaie est importante en ce sens que la Banque centrale a le devoir de bien gérer la monnaie pour que nous ayons une monnaie qui nous donne confiance. Comme nous avons, nous, au niveau de la BCAO, nous avons quand même un taux d'inflation très faible et nous avons donc une bonne monnaie. Et puis, troisièmement, une bonne monnaie aussi, c'est quoi? Il faut que la Banque centrale gère la monnaie pour que la valeur externe de la monnaie soit bonne. En clair, aujourd'hui, vous savez, pourquoi est-ce que les Américains tensent si les Chinois, en disant que la Chine, vous êtes un grand pays, vous êtes une grande puissance, mais vous faites exprès pour sous-évaluer votre monnaie afin d'être compétitif sur le marché international. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que la monnaie est un instrument de politique économique, c'est un instrument qui nous aide non seulement à financer nos économies, mais aussi à être compétitif au sein de l'économie mondiale. Donc la monnaie n'est pas n'importe quoi, c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. C'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux et on a vu récemment lors de la visite du président français Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, lui et le président ivoirien Alassane Ouattara ont donné de grandes décisions quant à la mise en œuvre ou à la mise en circulation prochaine de la nouvelle monnaie ECO. ECO qui doit résumer, qui doit regrouper vraiment un certain nombre de pays en Afrique. Vous, quel est votre sentiment sur cette nouvelle monnaie à venir? Oui, merci beaucoup. Pour ajouter d'abord à la définition de la monnaie que le professeur Prao a donnée tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que la monnaie aussi a un élément important, c'est la confiance. Il faudrait que la monnaie inspire confiance. Donc, il faudrait que dans tous les débats qu'on a autour de la monnaie, il faut qu'on puisse arriver à faire en sorte que les populations aient confiance en la monnaie. C'est parce qu'elles ont confiance en la monnaie qu'elles l'utilisent dans leurs transactions de tous les jours.
Pour revenir à la monnaie éco, moi personnellement, je pense que c'est quelque chose de positif. Aujourd'hui, on est dans un monde d'intégration où les blocs économiques s'intègrent de plus en plus. Donc on a un espace économique qui est la CEDEAO. C'était un projet depuis une vingtaine d'années de créer une monnaie unique. Aujourd'hui, nos dirigeants ont amorcé ce processus et c'est quelque chose pour moi qui est positif. La monnaie éco qui doit régir les 15 pays de la CEDEAO a commencé maintenant avec les pays de l'UEMOA. Pourquoi? Parce que les pays de l'UEMOA ont atteint déjà un niveau d'intégration assez intéressant. Il y a le franc CFA qui circule, il y a des critères de convergence qui sont déjà très avancés. Il y a des tarifs extérieurs communs, on a des droits de douane qui sont harmonisés. Donc, un certain nombre de conditions qui permettent déjà de pouvoir expérimenter cette monnaie à partir de ce bloc économique qu'est l'UEMOA. Qu'est-ce que cette monnaie va nous apporter? La monnaie éco va faciliter les transactions. Parce que si on doit l'étendre à la CEDEAO où il y a 8 monnaies, où il y a des géants comme le Nigeria, comme le Ghana également, qui n'ont pas les mêmes monnaies, vous voyez qu'au niveau du change, ça crée beaucoup de problèmes. Donc ça va fluidifier les transactions, ça va permettre aux populations de pouvoir se déplacer sans contrainte monétaire, sans avoir à changer de monnaie d'un pays à l'autre. Ça va permettre aux populations de pouvoir avoir beaucoup plus de liens entre eux, parce que la monnaie aussi crée des liens. C'est une communauté humaine également, une monnaie. Et puis avant tout, la monnaie est un outil géopolitique et géostratégique important. Donc il y a un départ de souveraineté de nos États. Et par rapport au commerce extérieur, plus les États sont intégrés, plus ils ont une monnaie qui est basée sur des économies beaucoup plus importantes, elles pourront avoir une politique économique commune par rapport à la gestion des exportations et des importations, avoir des réserves de change beaucoup plus important par rapport au poids de leurs économies, et tout ça va faciliter la vie aux populations. C'est vrai qu'il y a des inconvénients dont on parlera peut-être un peu plus tard, mais pour moi c'est quelque chose de très positif, et cela doit s'inscrire dans une perspective beaucoup plus grande, arriver un jour comme l'agenda 2063 de l'Union africaine le prévoit, arriver un jour à créer une monnaie unique pour le continent africain. Donc moi je ne suis pas pour les débats sectaires où chacun veut se retirer pour créer sa monnaie. L'Afrique gagnerait et les pays africains gagneraient à créer une monnaie commune beaucoup plus forte, basée sur des économies beaucoup plus importantes pour avoir une place plus importante dans le concert des nations. Une économie beaucoup plus forte, mais ça sous-entend aussi une monnaie assez forte. L'éco qui doit être mise en circulation. Professeur, quels sont les défis que cette nouvelle monnaie doit relever pour répondre réellement aux exigences, aux aspirations des Africains? Avant de venir au défi, j'aimerais quand même ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit le journaliste journal de l'économie. Il faut situer quand même l'historique de cette monnaie qu'on appelle l'éco. Le projet date de 1983. En 1983, effectivement, les pays de la CEDEAO sont réunis pour constater un fait. Le fait, c'est quoi? Il a relevé brillamment. C'est que dans la zone CEDEAO cohabitent 8 monnaies. Alors, nous pensons que c'est trop pour un petit espace comme la CEDEAO. Nous appelons ça en économie la balkanisation monétaire. Et cette balkanisation monétaire crée beaucoup de soucis, n'est-ce pas, à la zone. Parce que lorsque vous passez d'un pays à un autre, vous devez convertir la monnaie. Cela crée ce que nous appelons les coûts de transaction. Et nous avons vu que ces différentes monnaies n'ont pas aidé ces pays à intensifier ce que nous appelons le commerce intra-régional. Le commerce intra-régional aujourd'hui se situe aux alentours de 11-12%. Faible par rapport au commerce intra-régional que nous connaissons en Asie déjà aux alentours de 50% et en Europe vers 60 et 70%. Donc c'est au regard de tous ces méfaits-là que le projet de l'éco a eu jour en 1983. En 1996, nous avons créé ce qu'on appelle l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Et en 2001, nous avons créé ce qu'on appelle l'IMAO, l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, en 2015, puisque la CEDEAO, il a dit brillamment, le journaliste, qu'il y a 2 zones fondamentalement. Il y a la zone UEMOA qui, depuis longtemps, nous sommes ensemble, nous respectons les zones et les critères de convergence. Et les autres pays faisant partie de la CEDEAO, mais qui ne sont pas dans l'UEMOA, qu'on appelle les pays de la ZMAO, zone monétaire d'Afrique de l'Ouest, ceux-là devraient respecter à l'horizon 2015 les critères de convergence, et à l'horizon 2020, il était question qu'on aille à cette fameuse monnaie éco. Mais
ces pays de la ZMAO n'ont pas pu respecter les critères de convergence. Et donc, le 21 décembre 2019, ils se sont réunis à Abuja, y compris le président Alassane Ouattara. Et donc, ils ont constaté que ces pays-là ont des problèmes pour pouvoir respecter et il fallait qu'on leur donne un peu de temps pour qu'ils respectent, pour qu'on aille à cette monnaie éco. Donc, nous n'avons pas compris pourquoi le président Ouattara revient à Abidjan le même jour et il fait une déclaration tonitruante avec le président Macron en disant que désormais, les pays de l'UEMOA vont aller en 2020 à cette monnaie éco et que le franc CFA sera plus le franc CFA, mais on va l'appeler éco et que désormais, les deux Français qui étaient dans le conseil d'administration de la BCEAO, ils ne feront pas partie et que désormais, les 50% de réserves de change que nous déposions au trésor français ne seraient plus effectivement d'actualité et que la France ne garantirait plus effectivement notre monnaie. Voyez-vous, monsieur le journaliste, ça fait cacophonie. C'est la raison pour laquelle moi, en tout cas en tant qu'économiste, je dis qu'il y a deux projets aujourd'hui. Il y a l'éco-CFA. L'éco-CFA, c'est la monnaie que veut avoir M. Ouattara et M. Macron en 2020. Et il y a le projet originel, le projet originel, celui-là qui est panafricain, panafricaniste, que nous avons décidé ensemble d'avoir avec le Nigeria, le Ghana et autres. Aujourd'hui, vous le savez, il faut qu'on dise la vérité. Le Ghana, qui a une économie aujourd'hui qui est forte, le Ghana dit, bon, je suis d'accord pour le premier projet, mais pas pour le deuxième projet, parce que le premier projet a dit que nous devons être en régime de change flexible avec toutes les autres monnaies, alors que l'éco-CFA de M. Ouattara et Macron dit que nous devons être toujours en régime de change fixe. Donc ces deux différents projets, il faut que les téléspectateurs soient vraiment au parfum de ça. Et le Nigeria aussi qui dit, je vais y aller certes, mais je ne vais pas y aller comme M. Ouattara, vous voulez qu'on y aille, parce que n'oubliez pas que le Nigeria quand même représente 75% du PIB quand même de la zone CEDEAO. Donc il faut que nous mettions cette affaire-là au clair avant de dire quels sont les défis. Sinon, je suis d'avis avec monsieur le journaliste pour reconnaître que l'éco originel a beaucoup d'atouts. Premièrement, il va nous permettre d'intensifier le commerce intra-régional, comme j'ai dit. Désormais, avec une seule monnaie, vous savez, quand l'Europe a eu une seule monnaie, cela a intensifié le commerce au niveau de l'Europe. Deuxièmement, cela va permettre au tissu industriel de la CEDEAO d'être encore épais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, quand vous investissez en Côte d'Ivoire, vous pensez seulement le marché ivoirien et de l'UEMOA. Demain, vous pensez maintenant à ces 380 millions d'habitants qui constituent la zone CEDEAO. Donc, vous avez ce que nous appelons en économie des économies d'échelle que vous avez. Et donc, une amplification de la production et le tissu industriel. Troisièmement, nous allons diminuer le coût des transactions, puisque j'ai dit que différentes monnaies, différentes conversions, dont différentes taxes, entre guillemets, que vous payez. Donc, nous allons diminuer le coût des transactions. Et quatrièmement, nous allons faire ce que j'appelle les économies des devises. Qu'est-ce que nous appelons les économies des devises? Au temps présent, monsieur le journaliste, quand la Guinée importe son fuel en Côte d'Ivoire et au Sénégal, 85% du fuel guinéen vient de la Côte d'Ivoire, mon pays, et le Sénégal. Mais le franc guinéen est différent du franc CFA. Donc la Guinée est obligée de passer par les monnaies tierces, une monnaie pivot, une monnaie de référence qu'on appelle le dollar, et reconvertir en CFA pour avoir son fuel. Désormais, quand nous allons avoir la même monnaie, il n'y a plus cette conversion. La Guinée, un pays frais, fait des économies. Et c'est bon aussi pour les autres pays. Et quatrièmement, il va y avoir vraiment une réduction des coûts de transactions dans l'économie et tout le monde y gagne. Donc le projet original, lui, il est bon, mais attention, il faut que les pays s'entendent. Pour revenir à votre question, c'est cela. Il faut que la Côte d'Ivoire, qui est le pays phare, et le Sénégal, il ne faudrait pas qu'ils torpillent ce bon projet que j'appelle un projet panafricain. Il a dit, l'agenda 2063 dit même qu'il faut que nous allions plus loin. Quelle est cette idée? Aux États-Unis, 54 États, plus de 50 États, ils ont combien? Une seule monnaie qu'on appelle le dollar. Pourquoi nous, 54 États, nous ne pouvons pas avoir une seule monnaie? Voyez-vous? Mais toujours, il y a des questions de leadership. C'est ce qui pose les obstacles, les défis dont vous parlez. Il y a des pays lusophones, les pays anglophones et les pays francophones dans cette fameuse CFA, zone éco. Et donc, du coup, il y a des influences. Macron est venu nous influencer, vous le voyez. L'Angleterre aussi essaie, ou bien les pays anglo-saxons essaient d'influencer le Ghana et le Libéria. Et à côté aussi, le Portugal, l'Espagne essaient aussi d'influencer ce qu'on appelle le soft power. Essaient d'influencer aussi les pays lusophones dans cette affaire. Mais je pense, quand nous voyons la grandeur d'esprit et tout ce que nous pouvons gagner dans cette monnaie éco, je pense que les pays doivent s'entendre. Les questions de leadership, les palabres de première place, tout ça, je pense que nous devons taire nos querelles pour aller fondamentalement à cette monnaie éco. À cette monnaie éco, donc de belles promesses pour l'Afrique, mais encore de nombreuses barrières à relever et aussi de nombreux défis à relever. Parmi ces défis,
Là, maintenant, nous parlons de la monnaie, on va dire, nous étions dans la monnaie classique, on peut le dire, mais l'Afrique aussi est en train de se digitaliser, est en train de passer à un autre cap. Et là, l'Afrique a de nombreux défis à relever. Parmi ces défis, celui de la révolution numérique et de la monnaie digitale. On parle beaucoup de monnaie électronique, mais qu'est-ce que c'est exactement une monnaie électronique? Oui, merci beaucoup. On parlait de monnaie tout à l'heure et les définitions ont été données aussi bien par le professeur. On a ajouté ce qu'on pouvait faire. La monnaie électronique, c'est la même monnaie, seulement qu'elle est virtuelle. Virtuelle pas au sens qu'elle n'existe pas, mais elle est stockée de façon électronique. Quand vous partez faire un achat, vous donnez un billet. Aujourd'hui, avec la monnaie électronique, vous pouvez donner une carte bancaire, vous pouvez le faire à travers Orange Money. Donc, c'est le stockage de la monnaie qui change, mais cette monnaie électronique, elle a cours légal, c'est-à-dire qu'elle est reconnue par les États et par les banques centrales, de sorte à ce qu'elle puisse dénouer les échanges et les transactions entre les populations. Donc, la monnaie électronique, qui n'est pas à confondre avec la monnaie virtuelle, peut-être le professeur en dira davantage, est une monnaie qui vise à accompagner les États dans un processus de digitalisation, puisque le continent africain, aujourd'hui, avec les technologies, est en train de se digitaliser davantage. Et cette monnaie électronique-là a plusieurs avantages. D'abord, la sécurité. Aujourd'hui, il y a des zones où, pour rire un peu comme à Djamé, où c'est pas évident d'aller avec 1 ou 2 millions pour aller faire des transactions. Alors là, je vous stoppe un instant juste pour rappeler aux téléspectateurs que Adjamé, c'est une commune, un grand quartier d'Abidjan, de la capitale ivoirienne. Et c'est là vraiment qu'il y a le grand marché, on peut dire, de la capitale ivoirienne. Oui, merci pour la précision. Et très souvent, beaucoup de personnes se font agresser lorsqu'elles vont faire des transactions, des achats et tout ça. Donc, avec la monnaie électronique, on parle de plus en plus de portefeuille électronique. Vous avez votre argent sur votre carte bancaire, sur un support numérique. Vous pouvez faire votre transaction sans débourser un billet de banque. Donc, ça sécurise les transactions. Ça sécurise même les personnes elles-mêmes. C'est beaucoup plus rapide, c'est flexible, c'est rempli d'avantages, la monnaie électronique. Donc, nos États gagneraient à y aller davantage. Je pense que la BCAO a travaillé sur ce sujet de sorte à ce que ça permette une meilleure bancarisation des populations, puisqu'elles n'ont pas besoin de détenir forcément des billets de banque pour pouvoir faire des transactions. Donc, c'est ce que je peux en dire. Je pense que le professeur pourra ajouter des choses. Si dans votre développement tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose, une nuance, une différence entre la monnaie électronique et la monnaie virtuelle. Ce ne sont donc pas les mêmes monnaies. Professeur, quelle est la différence entre la monnaie virtuelle et la monnaie électronique? Ok, merci pour la question. Alors, fondamentalement, ce que nous devons retenir, comme il a dit, il y a une monnaie classique, comme vous avez dit, que nous connaissons, les monnaies manuelles, on va dire les monnaies manuelles et fiduciaires, c'est-à-dire les pièces, les billets, et la monnaie fiduciaire, ce sont les billets de banque que nous connaissons. Et depuis les années 1990, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est apparu, nous en économie, ce que nous appelons techniquement les innovations financières. Les innovations financières, c'est quoi fondamentalement? Et c'est là que la monnaie virtuelle et la monnaie électronique ont un dominateur commun, c'est que ces différentes monnaies-là utilisent les nouvelles technologies dans la finance. Voyez-vous? Sinon, pour revenir à la définition, la monnaie électronique n'est rien d'autre qu'une monnaie qui est stockée sur des supports électroniques. Et cette monnaie-là, à cours légal, ça veut dire qu'elle est reconnue par les États. Et cette monnaie-là, n'est-ce pas, est adossée à un dépôt. Elle est adossée à un dépôt en sorte que c'est vous qui partez, effectivement, vous faites un dépôt par exemple sur votre compte Orange. Et l'argent qui est sur votre compte Orange, dès lors que cet argent est sur le compte Orange, il devient une monnaie électronique. Parce qu'à partir de simples gestes avec votre portable, vous faites des transferts. Vous ne manipulez plus la monnaie manuelle, la monnaie sonnante et trébuchante, mais vous manipulez la monnaie, ou une monnaie effectivement électronique. Mais cette monnaie-là, voyez-vous, à la différence de la monnaie virtuelle, c'est que cette monnaie-là électronique, elle peut être convertie en monnaie manuelle. C'est-à-dire que, en clair, votre argent qui est stocké sur votre compte Orange, vous pouvez aller le demain matin, lorsque vous partez à Korogo, puisqu'il a dit, désormais, prenez besoin d'avoir les quantités d'argent dans vos poches pour que les coupeurs de route, lorsque vous arrivez à Niakara, on vous arrête et qu'on vous dépouille. Mais quand vous arrivez à Korogo, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans un bureau d'Orange, vous dites, bon, voilà mon numéro, et tout de suite, on vous donne les billets dont vous avez besoin. Par contre, au niveau de la monnaie
virtuelle, je vous donne la définition de la BCE 2012 pour qu'on soit technique. La BCE 2012 dit voilà, une monnaie virtuelle est une monnaie non réglementée qui est émise et non contrôlée par ses promoteurs et acceptée au sein d'une communauté virtuelle donnée. Donc la monnaie virtuelle, ce n'est pas les monnaies comme électroniques comme nous avons là-bas. Non, peut-être vous et moi, nous pouvons nous entendre et nous créons une monnaie parce que nous avons notre communauté que nous avons créée et cette monnaie circule entre nous. Et la BCE dit qu'il y a 3 typologies au niveau de la monnaie virtuelle. Il y a d'abord les monnaies virtuelles qui circulent dans un secteur fermé. Par exemple, ceux qui font les jeux, par exemple, de World of Warcraft Gold. C'est-à-dire dans un jeu donné, jeu vidéo, oui. Ils s'entendent et ils utilisent effectivement pour ces jeux leur monnaie. Donc c'est dans un secteur fermé. Il y a aussi la monnaie aussi qui est virtuelle qui est utilisée dans les centrales d'achat, comme Facebook, qui a effectivement créé sa monnaie de crédit qui circule. Et enfin, vous avez les monnaies qu'on peut acheter et vendre, à spéculer à un taux de change donné. Donc voilà les 3 catégories de monnaies virtuelles que la BCE a créées. Donc pour nous résumer, les monnaies électroniques sont des monnaies qui sont adossées à des dépôts que nous avons, qui sont légales, qui sont reconnus par les banques centrales et autres. Et les monnaies virtuelles ne sont pas reconnues, ne sont pas réglementées par les institutions légales connues, mais sont reconnues par une communauté virtuelle donnée comme Bitcoin, Ether, Ripple et autres. Donc voilà. Et justement, en Afrique, cette vague vraiment de monnaie numérique, là on voit ça commence à prendre de l'ampleur. Est-ce que ce segment d'activité est réglementé? Il y a une réglementation, ou bien tout opérateur, toute entreprise peut venir se lever et se constituer émettrice de monnaie électronique? Non, monnaie électronique, monnaie virtuelle. Non, monnaie électronique. Monnaie électronique, non, toute entreprise ne peut pas s'élever puisqu'il a dit que c'est réglementé par les banques centrales. Donc, de façon générale, ceux qui disposent de ces monnaies électroniques sont des établissements financiers. Vous voyez récemment, pour parler des agences de mobile money, la Banque centrale a pris des dispositions pour permettre de permettre un nouveau statut pour ces structures qui doivent utiliser la monnaie électronique, notamment sur le mobile money, de sorte à ce que vous devez être constitué en établissement financier à la base désormais pour pouvoir émettre une monnaie électronique. Ce qui oblige aujourd'hui ces entreprises de téléphonie-là à développer des pôles bancaires, si vous voulez, de banques électroniques, de sorte à produire de la monnaie électronique et gérer ça, parce que c'est une problématique nouvelle. Donc, ce sont essentiellement des établissements financiers, si on prend le cas de la Banque centrale ici, qui vont auprès de la BCEAO pour avoir une autorisation, créer un établissement spécifique pour pouvoir émettre la monnaie électronique. Maintenant, les banques qui existent, elles déjà, puisqu'elles ont un portefeuille de dépôts, comme l'a dit le professeur, elles peuvent émettre la monnaie électronique en contrepartie des dépôts physiques déposés sur les comptes par leurs clients. Donc, n'importe qui, mais prenez-vous, n'importe qui ne peut pas développer une monnaie électronique. C'est du ressort de la souveraineté des États qui, à travers la Banque centrale, donne des autorisations à des établissements financiers spécifiques désormais pour pouvoir émettre cette monnaie électronique. Pour émettre cette monnaie électronique, rapidement, professeur, pour terminer sur cette première partie, quand on parle du digital, on entend très souvent ces derniers temps aussi la cybercriminalité, les cyberattaques. Est-ce que nos monnaies électroniques sont en sécurité? Bon, peut-être que nous allons y venir abondamment dans la deuxième partie lorsqu'on parlera des inconvénients et avantages. Mais ce que je peux dire, pour appuyer ce qu'a dit mon frère, c'est juste, parce qu'à la BCEAO déjà, nous avons pris des dispositions depuis 2006, et qui a été renforcée par une autre disposition de 2015. Pareil pour les pays de la CEMAC. Donc n'importe qui ne peut pas effectivement créer de la monnaie électronique. Il faut d'abord se constituer en ce que nous appelons techniquement les établissements de monnaie électronique, EME. Et n'importe qui peut le faire. Pourquoi? Parce que bon, c'est la monnaie et la monnaie doit faire confiance, comme il a dit. La monnaie aussi à la fois revêt un caractère privé et un caractère public. Et donc ce n'est pas n'importe quoi et n'importe qui ne peut pas effectivement émettre cette monnaie-là. D'ailleurs, voyez-vous, parce que si on ne prend garde, cela peut agir sur le taux d'échange d'un pays. Regardez Orange Money par exemple qui est représenté dans 13 pays au monde. Orange Money peut se permettre de faire sortir l'argent en dehors de la zone UEMOA. Voyez-vous? Et donc on a pris des dispositions. Au-delà de la zone UEMOA, vous ne pouvez pas sortir une certaine somme, à moins que vous ne justifiez cela. Et encore, il est donné une obligation, il y a une obligation qui est faite pour ces établissements de pouvoir informer la BCEAO 2 mois avant de pouvoir mettre en circulation leurs produits. Donc je veux dire, tout ça c'est balisé. C'est balisé parce que même
au niveau même international, ce problème préoccupe au haut niveau, le FMI. Quand Mme Christine Lagarde était encore au pouvoir au FMI, elle a dit il ne faudrait pas qu'on fasse semblant de ne pas connaître la menace qui pèse sur le système financier international au regard de la pénétration que prend aujourd'hui effectivement ce digital-là. Donc, même au haut niveau, il y a des dispositions, pour ne pas dire une régulation qui est en train d'être faite pour pouvoir, même si on ne peut pas effectivement éteindre effectivement cette vague qui est là, mais il faut quand même réguler fondamentalement cette affaire. Pour venir à ce que vous avez dit, la cybercriminalité, je pense qu'il faut faire attention parce que Bitcoin lui-même, il a perdu plus de 75 millions de dollars l'année dernière. Ether également a perdu 50 millions de dollars. Et donc, si vous voyez ces grandes structures qui sont reconnues comme les principales monnaies virtuelles au monde, ont été sabotées au niveau des codes. C'est pour dire, de la même façon qu'on crée, que les innovations se font, de la même façon aussi les hackers, c'est-à-dire ces barbouzes, ces grands connaisseurs de l'informatique aussi, redoublent d'efforts et d'intelligence pour saboter. Et donc, je veux dire qu'il y a toujours un risque, mais qui ne risque rien n'a jamais rien. Qui ne risque rien n'a jamais rien, et nous reviendrons tout à l'heure pour voir les avantages et les inconvénients liés à l'utilisation de la monnaie électronique sur le continent africain. C'est dans quelques instants. Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes dans votre émission Éco-Débat. Dans la première partie, nous avons parlé un peu de la monnaie en général et de l'organisation et des défis de la monnaie électronique sur le continent africain. Et dans cette seconde partie, nous allons maintenant parler des avantages et des inconvénients de l'utilisation de la monnaie électronique sur le continent. Et nous sommes toujours avec professeur Prao Yao Séraphin, économiste, et avec lui Arsène Yapi, journaliste spécialiste des questions économiques. Alors, messieurs, d'entre deux jeux, les monnaies ou la monnaie électronique sur le continent africain. Qu'est-ce qui explique ce boom? Quelles sont les conditions, les dispositions déjà mises en place pour accueillir ce phénomène? Oui, comme on l'a dit en première partie, la monnaie électronique, ce boom-là s'explique par le développement technologique. Voilà, donc ce développement technologique oblige nos États à pouvoir s'adapter à ces réalités-là. Et comme on a eu à le définir déjà, cette monnaie électronique a beaucoup d'avantages pour les populations. Le premier avantage, c'est qu'elle permet de collecter l'épargne. Vous savez que la plupart de nos États africains, notamment au sud du Sahara, sont faiblement bancarisés. En Côte d'Ivoire, on est autour de 19%, dans la zone UEMOA, autour de 12%. Donc, ça reste encore très faible. Là où, en Europe, on est autour de 90, 98, voire 100% dans certains pays. Donc, cette technologie aide à collecter l'épargne, donc permettre aux populations de pouvoir, au lieu de mettre l'argent dans des canaries ou à la maison, de pouvoir les mettre dans le système. Donc, une fois cet argent est collecté dans le système, ça permet aux banques d'avoir beaucoup plus d'argent. Et ces banques pourront faire beaucoup plus de crédits. Ces crédits vont permettre, par ricochet, de développer l'économie à travers des financements de projets, mais en même temps le développement de la consommation. Et tout ça, à la longue, va permettre le développement de nos États. Donc, le fait de collecter l'épargne à travers les monnaies électroniques, c'est quelque chose de très positif. Donc, à côté de ça aussi, les monnaies électroniques ont l'avantage de fluidifier les transactions et faciliter les transactions pour les populations sans qu'elles n'aient à se déplacer fortement. Avant, pour pouvoir remettre de l'argent à un cousin qui est dans un village à 20-30 km, il faut donner cet argent à quelqu'un, il doit se déplacer et tout ça. Donc, ça fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ces monnaies électroniques vont permettre de non seulement gagner en temps, comme on le dit chez nous trivialement en Côte d'Ivoire, gagner du temps, faciliter les transactions et développer de façon générale les économies du continent. Donc moi, je pense que le développement des monnaies électroniques, c'est l'avenir de la monnaie. L'avenir de la monnaie, puisque de plus en plus, et même dans les États, les pays développés, on a moins de monnaie en circulation comme ça. Et pour nos États qui sont encore peu développés, ça va permettre d'économiser sur la frappe de la monnaie. Parce qu'il faut savoir que la monnaie aussi a un coût. Voilà, donc on imprime la monnaie, donc si on imprime beaucoup plus, ça nous coûte encore cher. Alors, plus la monnaie électronique, moins on imprime de monnaie pour nos États, ça fait beaucoup d'économies. Donc les avantages de la monnaie électronique sont multiples, quoique il y a aussi des inconvénients dont on parlera tout à l'heure. Alors je voudrais juste revenir sur quelques chiffres avant de revenir vers vos professeurs. Quand on parle par exemple de monnaie électronique, c'est vrai que ça passe par plusieurs canaux, mais au niveau des opérateurs de téléphonie mobile, on note en 2013, il y avait 11 millions de comptes actifs
pour des opérations à partir des téléphones mobiles. C'est et ça, en c'est en Côte d'Ivoire? Non, au niveau de la zone UEMOA. En 2017, de 11 millions en 2013, nous sommes passés à 50 millions en 2017. Je ne vous dis pas les chiffres de 2018 et 2019 plus récents. Dans la zone CEMAC, il y a eu 8 296 milliards de francs CFA écoulés entre les particuliers en 2018. C'est ça. C'est Alors, vraiment énorme. la monnaie électronique, Ça a des c'est avantages. l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir, comme il a dit M. Yapi. Le premier avantage, à mon humble avis, c'est l'intensification du commerce interne au niveau des pays. En Europe, par exemple, les études ont démontré que lorsque les Européens se sont mis effectivement à la digitalisation et à la monnaie électronique, le commerce a augmenté de plus de 60%. Pourquoi? Parce que désormais, comme il a dit, c'est facile. Vous êtes à la maison avec votre ordinateur, vous allez sur Jumia pour ne pas faire la publicité ou Cdiscount, automatiquement vous payez votre marchandise, vous ne vous déplacez pas. Et cette facilité, n'est-ce pas, que nous avons maintenant à pouvoir d'un clic acheter une marchandise, à booster le commerce au sein d'un pays. Donc c'est le premier avantage. Deuxièmement, ça permet de réduire effectivement la fraude. Voyez-vous, ce que nous appelons en économie les flux illicites au niveau des ressources financières, le GAFI même ont montré que nous perdons à peu près en Afrique aux alentours de 400 milliards de dollars en termes de flux financiers illicites. En clair, ça veut dire quoi? L'argent que les gens font sortir frauduleusement, etc. Puisque hier, c'était les valises qu'on transportait. Aujourd'hui, non. Avec la monnaie électronique, il y a la traçabilité. Quand vous allez au Rwanda, voilà un pays qui me fascine. Voilà un pays où nous pouvons quand même suivre ce pays comme exemple, où le taux de corruption est bas. Pourquoi? Parce que l'essentiel des transactions se font avec les terminaux, donc avec la monnaie électronique. Du coup, si j'ai volé l'argent, quand ils vont voir Prao qui a dépensé en une journée des millions et des millions, un petit professeur comme moi, Prao, est-ce que tu as eu l'argent pour faire ce genre de dépenses? Tout de suite, il y a des traces. Et vous voyez, donc ça calme un peu les ardeurs au niveau des voyous à col blanc qui dilapident nos ressources à longueur de journée. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Ça diminue le coût des transactions. Quand vous utilisez les cartes bancaires que nous avons, très récemment, nous étions au Burkina Faso pour le concours. Je me suis permis d'aller retirer l'argent à ma banque. Et comme j'ai cru que dans la zone même, dans la même zone UEMOA, à mon humble avis, moi-même en tant que technicien de la monnaie, j'ai cru, et à tort d'ailleurs, qu'en retirant l'argent, c'était comme si c'était en Côte d'Ivoire. Comme ça se fait partout, dans les pays les plus civilisés dans ce monde. Mais triste a été le constat de constater que quand je suis arrivé, c'était quoi fondamentalement? J'ai payé 100 000 francs CFA comme coût. En retirant l'argent de la même banque au Burkina Faso. Quelle honte! Donc aujourd'hui, avec la monnaie électronique, voyez-vous, je peux facilement faire les achats, faire les transferts d'argent sans coût de transaction. Et puis, pour aller dans le sens de M. Yapi, cette monnaie électronique va permettre d'accroître l'inclusion financière, d'augmenter le taux de bancarisation, comme il a dit, et l'inclusion financière. Parce que l'inclusion financière va au-delà du taux de bancarisation, parce que l'inclusion financière, c'est la capacité des populations à accéder à un service financier, et donc y compris le crédit bancaire, les comptes d'épargne, etc. Aujourd'hui, avec la monnaie électronique, ma vieille qui est à Ngorato, à Kounfao, à l'est de la Côte d'Ivoire, mon ami qui est à Korogo et quelque part à Kouibli, très rapidement, qui ont, il veut dire dans des zones reculées, a accès à un compte bancaire. Or, hier, cette bonne dame ou bien ce monsieur n'avait pas accès effectivement à une banque ni à un compte bancaire. Avec aujourd'hui la monnaie électronique, puisque nous faisons les transferts sur les comptes de nos parents, donc aujourd'hui même, les services financiers vont jusque dans les zones rurales. Et enfin, qu'est-ce que nous tirons de la monnaie électronique? Cela profite, n'est-ce pas, aux pays eux-mêmes, au niveau des recettes fiscales, et aussi au secteur bancaire et aux différentes entreprises. Regardez, quand on prend le pays comme l'Ouganda, le Kenya et la Côte d'Ivoire, qui ont appliqué une taxe effectivement sur les transactions liées à la téléphonie, en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 7,2. Mais je vous dis, monsieur le journaliste, c'est vraiment une cagnotte que notre président a pour sa trésorerie. Enfin, c'est vrai que beaucoup d'intellectuels et d'entreprises se sont vaillamment pleins, mais je trouve que c'est normal parce que c'est un secteur qui brasse beaucoup plus d'argent. Et nous, en économie, nous appelons ça le nouveau mode de financement. Le nouveau mode de financement. Je ne trouve pas ça comme une mauvaise chose parce que nous ne pouvons pas laisser des grandes entreprises comme PayPal qui pénètrent aujourd'hui le marché africain venir s'enrichir sans que les États africains
ne prenne un rond, n'en profite. N'en profite. Ce n'est pas possible. Mais justement, à entendre votre argumentaire tout à l'heure, il y a quelque chose qui me revient. C'est bon d'avoir cette monnaie électronique. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille installer un écosystème adéquat d'abord? Parce que vous parlez par exemple d'un de vos amis qui est dans le nord à qui vous voulez envoyer de l'argent. Cela suppose qu'il y ait des installations là-bas pour lui permettre de retirer cet argent. Celui qui veut aller faire des courses dans un supermarché, dans un commerce, cela suppose que ce commerce-là détient la technologie pour pouvoir accepter cette monnaie. Est-ce que c'est le cas sur le terrain actuellement? Oui, c'est le cas notamment pour le mobile money. On a pratiquement dans tous les villages, même les plus reculés de Côte d'Ivoire, un point de retrait Orange Money ou Mobile Money ou oui, mais MTN Money. Là, c'est les transactions, aller déposer et retirer. Oui. Mais si quelqu'un veut faire ses courses, c'est-à-dire il est dans son village, il veut acheter son régime de bananes, c'est à ça que j'en venais. J'ai dit au niveau du mobile money, on sent que cela est vraiment développé parce que c'est beaucoup plus facile et les investissements que ça nécessite ne sont pas forcément importants. Or, ce que vous dites, ça coûte beaucoup plus cher. Il faudrait que les supermarchés et autres y aillent. Et moi, je pense que tout cela, ça fait partie des études que les uns et les autres font. Si un supermarché sent que l'essentiel des achats de ses consommateurs, de ses clients, doit se faire désormais par ces terminaux-là, ils vont s'y mettre. Donc pour l'instant, c'est vrai que la monnaie électronique est en train de se développer, mais elle n'est pas encore arrivée au point d'être la principale méthode d'achat ou pour dénouer les transactions dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Donc je pense que ces entreprises, elles regardent tout ça. Quand elles verront que de plus en plus de leurs clients viennent pour dire « moi, j'ai pas de cash et que je dois acheter par Orange Money ou par un terminal parce que j'ai ma carte bancaire et autres », ils vont s'y mettre. Donc, je pense qu'elles vont se conformer à ces habitudes au fur et à mesure, mais il faut reconnaître que ce n'est pas encore, la monnaie électronique, quoi qu'elle se développe, n'est pas encore le principal moyen utilisé par les populations pour faire leurs achats et acheter les biens de consommation et autres. Donc, au fur et à mesure que les habitudes de la population vont se transformer, je pense que les entreprises n'auront pas le choix, elles seront obligées de se mettre à ces nouveaux modes de paiement. Mais il faut reconnaître qu'au niveau du mobile money, c'est fortement développé et on peut, à tout point du pays, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, on peut faire un dépôt ou un retrait et puis avec cette monnaie physique-là, faire ses achats dans le commerce, puisque dans le commerce, les terminaux ne sont pas encore fortement... Oui, mais l'État a un rôle à jouer, moi je pense. Justement, c'est à cela que je voulais venir. Vous avez pris tout à l'heure l'exemple du Rwanda avec beaucoup d'avancées, mais il y a aussi le Kenya où l'État a pris vraiment des décisions fermes allant dans le sens de décentraliser, de vulgariser cette méthode dans les transports, dans les petits commerces. C'est ça. Ils ont mis le dispositif, ils ont favorisé cet écosystème. En fait, il faut, en tout temps et en tout lieu, il faut que les gens comprennent ceci. Rien ne vient de façon spontanée dans une économie. Il y a toujours effectivement le guide et c'est l'État. L'État, c'est ça son rôle. Les économistes libéraux avec Hayek, ils vous diront que l'État, son rôle, c'est quoi? C'est de créer les conditions. Les conditions, c'est quoi? Légiférer. C'est simple. Moi, si j'étais aux affaires, qu'est-ce que je ferais, monsieur le journaliste? C'est-à-dire qu'un supermarché, pour qu'un supermarché comme à la Guibi, Dieu seul sait que les supermarchés pullulent depuis que M. Ouattara est là. Il faut dire la vérité, il faut reconnaître cela. Et les études ont montré qu'en Côte d'Ivoire, désormais, il y a une classe moyenne. Les études l'ont montré. C'est la raison pour laquelle les supermarchés viennent de partout, Carrefour, toutes ces grandes enseignes, Leader Price, partout. Mais pour que vous installiez en Côte d'Ivoire, il suffit que le ministre du Commerce et le ministre du Développement de la Technologie disent effectivement pour que vous installiez, je veux que vous installiez en même temps les terminaux. Parce que nous voulons développer dans notre pays le e-commerce, nous voulons que la monnaie électronique soit à la disposition de tout le monde. Parce que nous avons oublié de le signifier. Cela a été dit rapidement comme une lettre à la poste, mais n'oubliez pas que le secteur bancaire même y gagne. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, nous avons un problème de petite monnaie pour les petites transactions. Nous, dans la zone UEMOA, pourquoi il a dit? Parce que pour le commun des mortels, il pense que les billets que nous avons dans nos poches et dans nos comptes bancaires, nous payons l'argent pour qu'on fabrique effectivement ces billets et ces pièces. Et pour ajouter au procès, ça coûte plus cher que de frapper les pièces que de frapper les billets. Les billets coûtent moins cher parce que c'est du papier. L'autre, c'est des métaux. C'est des métaux, donc ça coûte très cher. Pas. Voilà. Les billets sont fabriqués à Chamalières, à côté de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme.
Et les pièces sont fabriquées à Pessac, à côté de Bordeaux. Et nous payons l'argent. La BCAO paye l'argent pour qu'on fabrique les pièces et les billets. Et ça nous coûte cher. Donc c'est pourquoi, vous voyez, on préfère les grandes coupures que les petites coupures. Mais aujourd'hui, la BCAO gagnerait à faire la promotion de la monnaie électronique parce qu'à partir de là, nous allons acheter. Lorsque je vais chez la bonne dame pour acheter, mais ne serait-ce que, je sais pas, n'importe quoi chez la femme Manango, je dis, madame, donnez-moi votre compte Orange. Pendant qu'elle est là, je fais automatiquement le transfert sur son compte. Elle vérifie que l'argent est vraiment sur son compte et je m'en vais. Au lieu de lui donner l'argent. Voyez-vous, nous voyons ça comme si c'est quelque chose de loin, de lointain, de chimérique. Non, c'est des choses sur lesquelles nous pouvons avoir une emprise. Pour revenir à votre question, il faut que l'État de Côte d'Ivoire travaille en faisant quoi? En obligeant les supermarchés et tous ceux qui veulent faire du commerce de haut niveau à forcément avoir ces terminaux. En France, à côté de vous, la petite supérette. Vous n'allez pas venir me dire sur ce plateau que ces terminaux coûtent très cher. Non. Aujourd'hui, avec la technologie au niveau des fintech, j'ai dit avec la concurrence au niveau international, tout ce qu'il y a comme appareil concernant la technologie est moins cher. Hier, quand vous voulez acheter même un appareil photo, on va vous dire peut-être 600 €. Aujourd'hui, même les ordinateurs, on les avait à 1000 €, c'est-à-dire 600 000 francs avant. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir un ordinateur à 150 000 francs, c'est vrai. Pourquoi? Donc je veux dire, tout ce qui a trait à la technologie aujourd'hui coûte moins cher. Donc je pense que les gouvernements n'ont pas effectivement à nous convaincre sur ce point. C'est je pense, un dilettantisme, c'est vraiment une négligence. Et je voudrais profiter de votre antenne d'ailleurs pour demander pardon au gouvernement de l'UEMOA de faire ce que nous sommes en train de dire sur votre plateau, d'obliger désormais les supermarchés, j'ai dit obliger, à installer effectivement cette infrastructure financière qui est indispensable pour la vulgarisation de la monnaie électronique dans notre zone. Et qui maintenant reste, comme j'ai dit tout à l'heure, aux populations aussi d'adopter ces modes de paiement pour que cela puisse fonctionner véritablement. Parce que les opérateurs économiques... Vous savez, en économie, il y a ce que nous appelons l'offre crée sa propre demande. Oui, effectivement. Si effectivement ces supermarchés offrent, c'est là où moi je vais aller un jour à la Guinée. Quand nous devrons payer, nous sommes avec la carte bancaire. Mais on avait la liquidité. Mais quand nous avons vu qu'il y avait effectivement le terminal, nous avons donné la carte au lieu de donner la monnaie sonnante et trébuchante. Voyez-vous, cela, moi en économie, cela va nous aider. Pourquoi? Parce que nous allons voir au niveau effectivement des inconvénients. Parce que la politique monétaire, elle perd en efficacité lorsque nous faisons tout en termes de monnaie sonnante et trébuchante, c'est-à-dire la monnaie manuelle. Or, quand tout se fait au niveau électronique, vous voyez, nous donnons un peu plus de tonus et d'autonomie à la politique monétaire. Voyez-vous? Et justement, pour aller un peu dans votre sens, quand vous parlez tout à l'heure des petites monnaies, ce que le gouvernement de l'UEMOA doit faire, il y a ce projet qui a été initié par Amadou Alaminoulo, le directeur général de la BCAO pour le Sénégal, qui favorise l'e-payment, pour vraiment inciter les populations au Sénégal à vraiment payer par la monnaie électronique dans toutes les petites transactions qu'elles essayent de faire. Mais parlons de tout ça, c'est bien beau, la monnaie électronique, c'est l'avenir. Mais il y a un pan que j'ai l'impression que vous frôlez ou vous attendez le bon moment, les inconvénients. Quels sont les inconvénients de cette monnaie électronique? Oui, moi je pense que la monnaie électronique, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'avantages puisqu'on a épilogué longtemps sur la question parce que les avantages sont vraiment nombreux. Il y a l'un des principaux inconvénients, moi je pense que c'est la question de sécurité. Parce que tout ce qui est électronique est fait par des hommes et ce n'est pas tous ceux qui côtoient ces technologies qui sont de bonne moralité. Donc il faudrait vraiment que nos États travaillent là-dessus parce que ça peut vraiment mettre en déroute tout le système. Si on a un système qui est totalement électronique, il suffit qu'un jour, on vienne nous dire que ce système est piraté, que toutes les transactions ne pourront plus s'effectuer. Donc, c'est un aspect sur lequel nos États doivent être vraiment regardants. Donc, c'est un système qui doit être vraiment sécurisé, de sorte à ce que non seulement l'argent que les populations mettent puisse être sûr, et en plus qu'un jour, au moment où elles veulent faire des transactions, bien avoir accès à leur argent, elles ne puissent plus le faire. Moi, je pense que ces monnaies électroniques se développent de plus en plus et attirent aujourd'hui vers nous des mastodontes des questions de monnaie électronique. On sait que Visa, qui est présent en Côte d'Ivoire et qui fait du lobbying pour avoir beaucoup plus de place dans le pays. On a Mastercard, on a de nouveaux moyens de paiement de nouveaux acteurs importants internationaux qui s'intéressent de plus en plus à notre sous-région, à notre continent.
Et même au niveau de la zone UEMOA, il y a le JMEMOA qui existe, qui permet, qui est un réseau de paiement électronique qui permet de réduire le coût des transactions interbancaires pour les clients des banques. C'est des initiatives positives, mais il faut aller encore plus loin. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on aura ces acteurs-là venir sur notre marché, je pense que ces questions-là vont être beaucoup en plus dans les habitudes de la population. Mais la question de sécurité, comme j'ai dit, doit être primordiale, de sorte à ce que non seulement la réglementation et les questions de sécurité, il y a aussi des questions de protection des données personnelles, parce que quand vous faites la transaction électronique, ça laisse des traces. On sait que M. Prao, peut-être il a tel montant sur son compte et tout ça. Donc, il y a des données qu'on peut avoir et ces données-là peuvent être utilisées par des personnes peu recommandées et recommandables pour pouvoir vous ruiner. Vous voyez aujourd'hui avec le phénomène de mobile money où il y a beaucoup d'arnaques. On vous dit, monsieur, vous venez de faire une transaction mobile money, c'est moi qui vous appelle, donnez-moi votre code. Dès que vous donnez le code, on vide votre compte. Donc, les questions de sécurité sont essentielles et primordiales. Il y a sûrement d'autres inconvénients, mais moi, je vois prioritairement ces deux points-là. Alors, professeur, d'autres inconvénients? Bon, au niveau des inconvénients, moi, je les ai mis en deux catégories. De formation professionnelle oblige. Donc, il y a des inconvénients au plan macroéconomique et des inconvénients au plan microéconomique. Au plan macroéconomique, nous avons retenu trois. Premier, il y a le risque que nous appelons le risque inhérent à la création monétaire. Pourquoi? J'ai pris l'exemple, par exemple, du Kenya où à peu près 40% de son PIB passe par la monnaie électronique. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, pour un tel pays, il y a un risque qu'une partie de la création monétaire échappe à l'autorité monétaire. Et d'ailleurs, il y a des chiffres qui le démontrent. Nous, au niveau de la zone UEMOA, 75% des transactions au niveau de la monnaie électronique, seulement 75% sont adossés à des dépôts bancaires. Parce que nous avons dit, la différence entre la monnaie électronique et la monnaie virtuelle, c'est que la monnaie électronique est adossée à des dépôts. Or, nous avons vu qu'au niveau de l'UEMOA, seulement que 75% sont adossés à des dépôts. Ça veut dire qu'il y a 25% qui échappent au processus de création monétaire. Qu'est-ce que ça dit, monsieur le journaliste? Ça veut dire que si on y prend garde, il peut y avoir des spéculateurs qui vont détruire notre économie et finalement, le banquier central ne pourra rien faire. Donc, premièrement, attention, il faut que la régulation, en matière de régulation, nous soyons très pointus là-dessus. Deuxième risque que nous avons signifié, c'est les risques relatifs au contrôle des changes. Et là, il faut que nous fassions attention. D'ailleurs, la BCAO l'a compris en disant à l'Orange Money, attention. Parce que Orange Money, j'ai dit, est présent dans 13 pays en Afrique et au Moyen-Orient. Orange Money a plus de 10 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Et Orange Money se permet de faire des transferts, propose un transfert d'argent national et international. C'est dangereux. Ça veut dire que vous pouvez vous asseoir là, transférer l'argent, faire partie tous nos CFA ici au Qatar, tranquillement, parce qu'il y a un monsieur qui est là-bas, qui a un autre compte, et vous transférez ça, et on ne voit rien. Et on va un jour, nous sommes là, on dit, bon, la BCAO dit, bon voilà, il y a des francs CFA qui sont hors de la zone francs CFA. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous prenions nos réserves de change pour aller acheter encore ces francs CFA qui sont là-bas. Rappelez-vous, entre 90 et 93, quand les gens ont connu par délit d'initié que la dévaluation va se faire en 94, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces barbouzes au col blanc ont transféré par des moyens que vous savez, obliques, notre argent hors de la zone CFA. Et après, nous étions obligés d'aller racheter à peu près 900 milliards de francs CFA en puisant dans nos réserves. Cela va épuiser nos réserves de change. Donc, c'est un risque. Et puis, troisième risque que nous avons noté, c'est le risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Parce que, il faut le dire, à Paris en 2015, mais l'attentat qui a été commis, nous avons remarqué que les gens ne sont pas allés dans les banques pour aller retirer l'argent. Mais le financement du matériel qui a servi à aller commettre effectivement ce blanchiment, l'argent est passé de compte en compte, virtuellement je veux dire. Voyez-vous? Donc là, c'est un risque. Aujourd'hui, si on y prend garde aussi, c'est vrai que c'est à la mode, mais attention, toujours, vous avez une innovation à ses revers. Et ce côté mauvais, il faut que nous fassions attention pour ne pas que cet outil profite à ceux qui sont prompts à faire le terrorisme et à blanchir notre argent. Parce que c'est facile aujourd'hui de blanchir l'argent par effectivement ces moyens-là. Et au plan microéconomique, je rejoins M. Yapi.
Premièrement, qu'est-ce que nous signalons? Nous signalons un souci. Parce qu'il a dit, M. Yapi, il a dit qu'aujourd'hui, il y a un problème. Parce que c'est vrai que nous demandons à ce que les supermarchés aient des terminaux, mais comme il y a plusieurs monnaies électroniques, et chaque monnaie électronique a sa façon de faire, a ses codes. Et donc, du coup, il y a ce que nous appelons l'interopérabilité. Tant qu'il n'y a pas l'interopérabilité, ça veut dire qu'avec les différentes cartes, quand vous arrivez dans un terminal, il faut que cela marche. Or, au temps présent, non. C'est chaque terminal qui reconnaît, effectivement, puisque ce sont des monnaies communautaires. Vous ne pouvez pas utiliser les bitcoins, par exemple, sur les terminaux, par exemple, de Ripple, ou bien sur les terminaux, par exemple, de Ether. Vous voyez? Donc, il faut qu'on arrive à vraiment arranger tout cela. Et puis, deuxièmement, il y a ce qu'il a dit, il y a un risque quand même très grand en la matière. Parce qu'au niveau microéconomique, en France, par exemple, en 2014, le commerce en ligne représentait 11,6% des paiements par carte bancaire, mais était à l'origine de 65,5% des fraudes. En même temps que ce commerce, il nous aide, il a bien dit, effectivement, ça nous aide, mais il faut quand même que nous mettions des garde-fous. Donc cela nécessite vraiment une réflexion en amont, une réflexion très puissante par les experts en monnaie et aussi par des experts en matière de cybercriminalité et des grands informaticiens pour que la monnaie électronique qui est vue comme une nouvelle innovation financière ne puisse pas avoir trop de revers pour cacher les avantages dont nous avons quand même cités sur ce plateau. La monnaie électronique, enjeux et perspectives en Afrique, nous avons vu tout ce que cette monnaie peut apporter de bénéfiques pour les populations africaines, mais on a vu aussi les inconvénients ou, si nous prenons garde, peuvent vraiment impacter négativement notre système monétaire et notre économie. Mesdames et messieurs, merci surtout à vous, Monsieur Arsène Yapi. Vous êtes journaliste spécialisé en questions économiques, je le rappelle, et professeur Praoyao Séraphin, vous êtes économiste. Avec vous, nous avons parlé un peu de la monnaie électronique, ses enjeux et ses perspectives en Afrique. Messieurs, merci pour vos éclairages. Nous avons abordé la question de l'impact des nouvelles monnaies sur le quotidien des Africains. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Éco-Débat. Éco-Débat, un nouveau regard sur l'économie de l'Afrique.